Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Inversion de corps, cercueil trop petit, refermé en montant dessus. Dans la région de Bordeaux, un ancien salarié des pompes funèbres dénonce les coulisses peu reluisantes du secteur. La journaliste Ariane Rioux de la cellule Récit du Parisien a recueilli une dizaine de témoignages confortant ces accusations avant de publier un article sur le sujet le 24 avril. Elle nous raconte son enquête aujourd'hui dans Code Source. Ariane Rioux, c'est quoi un bienvenu dans le jargon des journalistes du Parisien ? Alors un bienvenu, c'est le nom qu'on a donné au message qu'on reçoit des lecteurs du Parisien. L'objet automatique qui s'affiche, c'est bienvenu, et du coup, c'est devenu l'expression consacrée aux Parisiens. Est-ce que tu as vu le bienvenu qu'on a reçu ? Le vendredi 12 février, le Parisien reçoit un bienvenu intéressant. Un bienvenu assez intriguant, comme on en reçoit pas souvent. Il y a un nom, un mail, un numéro. La personne nous indique qu'elle a travaillé 2 ans pour un gros groupe de pompes funèbres, qu'elle a vu plein de choses là-bas. Elle nous parle de corps inversés, de bracelets d'identification coupés, falsifiés. Et à la fin de ce message, la personne nous explique qu'elle a des enregistrements téléphoniques, des documents pour prouver ce qu'elle raconte. Le mail est plutôt bien écrit, il y a quelques fautes d'orthographe, mais il est plutôt bien écrit, assez structuré, assez concis, avec des faits qui me paraissent choquants de prime abord. Je lis ce mail, mais à l'époque, je travaille sur plusieurs articles, dont un qui me prend pas mal de temps. Donc je décide de mettre ça de côté, et je me dis, j'y reviendrai plus tard. Vous finissez par appeler l'homme qui a écrit ce mail bienvenu le 18 mars. Cet homme vous dit quoi au téléphone ? Au début, il est assez étonné que je l'appelle, puisqu'il a envoyé son mail 1 mois plus tôt. Et je le sens assez méfiant tout de suite. Il me demande très vite si on peut s'appeler en visio. Il a besoin de vérifier que je suis vraiment une journaliste, que je ne suis pas quelqu'un de son entreprise qui essaierait de le piéger, et il a besoin d'être rassuré. Lui, il travaille encore dans une entreprise de pompes funèbres ? Non. Et ça, il me le dit assez rapidement. Il ne se cache pas du fait qu'il n'y travaille plus et qu'il a été licencié. Cet homme se prénomme Jonathan. Est-ce qu'il accepte de témoigner en donnant son identité dans le Parisien ? Au moment de cette première discussion, on n'en est pas du tout là. On est plus sur les documents qu'il a en sa possession. On essaie d'établir une relation de confiance. À l'époque, on ne parle pas du tout de ce que ça donnera. Moi, je veux simplement vérifier que ce qu'il raconte tient la route. Très vite, on échange sur WhatsApp. On a une discussion où il m'envoie beaucoup de documents. Ça semble coller, mais c'est des faits très graves qu'il décrit, donc j'ai besoin d'avoir d'autres éléments, d'autres témoignages, et je lui demande de me mettre en contact avec des employés ou d'anciens employés qu'il connaît là-bas. Et c'est ce qu'il fait ? Oui, tout de suite, il accepte de m'envoyer plusieurs contacts de salariés, d'anciens salariés, qu'il a lui déjà interrogés. Certains refusent de me parler, d'autres rechignent, je mets un peu de temps à les convaincre. Quelques-uns acceptent, mais je comprends qu'il y a un vrai système, une omerta qui règne dans ce monde-là. Ceux qui parlent, qu'est-ce qu'ils vous décrivent en résumé ? Ils me décrivent des manipulations de corps assez étranges, plusieurs affaires qui ont entaché la société et qui n'ont jamais été révélées au grand jour ni aux familles. Vous décidez d'aller sur place pour rencontrer Jonathan. Vous le voyez le lundi 29 mars en Gironde, dans la commune de Lège-Cap-Ferré. D'abord, racontez-nous où se passe l'interview. Ça ne m'était jamais arrivé dans toute ma carrière de faire une interview dans cet endroit-là. C'était dans un cimetière. C'est un cimetière que je mets beaucoup de temps à retrouver. Je suis en voiture et il est indiqué nulle part. C'est un petit cimetière entouré de grands pins parasols. Et quand j'arrive, il y a simplement une voiture noire garée. Et je comprends très vite que c'est Jonathan qui est venu un petit peu en avance et qui est déjà arrivé. À quoi est-ce qu'il ressemble physiquement ? Il est de taille moyenne, assez fin. Il porte un t-shirt noir avec un dessin, un jean, des grosses chaussures. Il a une grosse montre et il a les cheveux un peu rasés sur les côtés et au-dessus gominés. Comment est-ce qu'il s'exprime ? Il parle très très vite, sans vraiment articuler. Il a un fort accent du sud-ouest. Je sens qu'il a envie de parler, que c'est une façon pour lui de libérer un peu tout ce qu'il a pu accumuler depuis plusieurs mois. Il répond à toutes mes questions. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Pourquoi est-ce qu'il a cherché à parler à des journalistes ? Est-ce que c'est pour se venger, puisqu'il a été licencié de son entreprise ? Je sens qu'il y a une forme de rancune vis-à-vis de ses chefs.
Il le dit à plusieurs reprises. Il y a une forme de justice derrière ça. Il veut que justice soit faite. Il veut révéler des choses qui n'auraient jamais dû se passer. Dans ce cimetière, où vous êtes donc tous les deux, à Lèche-Cap-Ferré, il s'est passé, selon lui, quelque chose d'anormal. Il m'explique que dans une famille, il y a eu un mort et que depuis quelques années, un grand-père était enterré dans ce cimetière. Pour accueillir le nouveau mort, la famille voulait exhumer l'ancien corps pour placer un caveau et mettre tout le monde à l'intérieur. Il m'explique donc que l'entreprise de pompes funèbres s'est rendue sur place, qu'elle devait procéder à donc l'exhumation de corps et qu'au moment où les os du grand-père devaient être exhumés, le chef a dit à son collègue « on n'a pas le temps ». Il a donc pris des pommes de pin qui se trouvaient à côté du caveau pour remplir le sac et il a placé dans ce caveau le cercueil du nouveau défunt ainsi qu'un sac avec les pommes de pin à la place des os qui, eux, se trouvent toujours en dessous du caveau. Jonathan a recueilli beaucoup de témoignages comme celui-ci ? Oui, il en a recueilli une dizaine. Il conserve tout dans les vieux classeurs de sa fille ou sur des clés USB qu'il a distribuées à plein de gens pour qu'elles puissent ne pas être perdues. Il ne vous cache pas que son casier judiciaire n'est pas vierge. Non, il m'explique que quand il était plus jeune, il a été condamné pour violence et qu'il a d'ailleurs déménagé à Bordeaux pour refaire sa vie, mais il est complètement transparent sur tout ça. À quel moment est-ce qu'il vous raconte ça ? Il me raconte ça quand je l'interroge sur sa vie et sur son parcours et il m'en parle naturellement sans que j'ai même à lui poser la question. Justement, qu'est-ce qu'on sait de son parcours ? Alors Jonathan, c'est un garçon qui a eu un parcours un peu chaotique quand il était plus jeune. Il a grandi dans les Hautes-Pyrénées, près de Tarbes. Il a une formation de boulanger, il a fait plein de choses et donc il a ce parcours judiciaire qui l'a conduit à déménager. Il a voulu changer de vie quand il avait la vingtaine. Il s'est installé dans la région de Bordeaux. Il avait un peu de famille. À Bordeaux, il rencontre sa femme, il a des filles. Et son boulot de boulanger commence à lui peser un petit peu. Il en a un peu marre de se lever très tôt. Il a envie de faire des journées avec des horaires plus classiques, du 8h, 18h. Comment est-ce qu'il en vient à travailler dans le secteur des pompes funèbres ? Il vient de démissionner d'un dernier travail de boulanger. Et il consulte Pôle emploi, les offres qui sont près de chez lui. Et il tombe sur une offre pour un travail de chauffeur-porteur. C'est à 500 mètres de chez lui et il se dit pourquoi pas, la proximité lui donne envie de répondre à l'offre. Et cette offre vient donc de Funecap, c'est une grosse entreprise. Dans le monde du funéraire en France, c'est la deuxième plus grosse entreprise derrière PFG, les pompes funèbres générales. C'est un groupe pas très ancien, ça a été créé par 2 associés en 2010. Le groupe a racheté plusieurs entreprises, dont Rock Éclair, une marque assez connue en 2015. Et en 2020, elle a réalisé 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle a bonne réputation, cette entreprise ? Oui, elle a l'air d'avoir plutôt bonne réputation. Elle a même remporté un prix pour meilleure qualité de service décerné par Capital pour le monde du funéraire en 2021. Sur Google, je regarde un petit peu ce qui se dit. Les avis sont partagés, mais il y a des bons avis comme des mauvais. Jonathan débute chez Funecap en septembre 2018. Que fait-il précisément dans cette entreprise ? Il commence par un CDD de 6 mois. Dès son premier jour, il doit participer à une mise en bière. L'idée, c'est donc d'installer, de préparer les corps avant une inhumation ou une crémation. Et donc, son travail consiste à pratiquer ces mises en bière et aussi à déplacer les cercueils d'un endroit à l'autre, de rapatrier des corps. Il découvre que c'est un métier très difficile, les journées sont longues. Oui, il me dit même qu'il sait quand il commence, mais il ne sait jamais quand est-ce qu'il va terminer sa journée. Parfois, il n'a même pas le temps de manger et ça commence à être assez insupportable pour lui. Au-delà du rythme de travail, selon lui, est-ce qu'il a été amené à faire des choses choquantes ? Oui, il m'explique que lui est arrivé de s'asseoir sur le couvercle du cercueil pour pouvoir, d'une certaine façon, tasser le corps et que son collègue puisse fermer le cercueil. Il utilise l'image d'une valise trop remplie sur laquelle il faudrait s'asseoir pour pouvoir la refermer. Qu'est-ce qu'il dit d'autre ? Il m'explique que plusieurs fois, on lui a demandé de casser les os de défunts pour les faire rentrer dans les cercueils, trop fins ou trop petits par rapport à la taille du défunt. Ça, il m'affirme qu'il a toujours refusé de le faire et qu'il a trouvé d'autres moyens quand la situation se présentait. L'entretien avec Jonathan dans ce cimetière de Lèche-Cap-Ferré dure environ 3 heures et le lendemain, Ariane Rioux, vous rencontrez un autre salarié du secteur des pompes funèbres qu'on appellera Patrick.
C'est un homme qui veut rester totalement anonyme. Il travaille dans le secteur du funéraire depuis 6 ans et il a acquis un certain statut d'aumônier. Enfin, c'est lui qui utilise cette expression. Il m'explique que beaucoup de salariés du funéraire se sont confiés à lui et lui ont rapporté plusieurs pratiques. Lui-même a constaté certaines d'entre elles. Avec lui, vous faites un tour en voiture, une sorte de visite guidée des crématoriums de la région. On visite les crématoriums, les funérariums, les hôpitaux et à chaque fois qu'on passe devant les différents lieux, il me raconte des histoires sur chacun d'entre eux. Il confirme plusieurs faits que m'a rapporté Jonathan. Il me parle même de gens qui se sont mis les 2 pieds joints sur le cercueil pour pouvoir le fermer, briser les os d'un défunt, il m'en parle aussi. Et il me rapporte d'autres faits, d'autres employés sur des inversions de corps avant une crémation. Ariane Rioux, vous allez essayer d'en savoir plus sur cette histoire d'inversion de corps. Je réussis à avoir le numéro de la personne qui s'est confiée à Patrick, qui au départ est très méfiant, très anxieux, et finit de fil en aiguille par me raconter cette journée qui l'a marqué. Il m'explique qu'il y pense toujours encore tous les jours. Pour lui, c'est un très très lourd secret. Il s'est confié seulement à quelques personnes. Qu'est-ce qu'il vous raconte ? Il me raconte que un matin, il arrive au funérarium. Ce jour-là, il est censé réaliser une mise en bière d'une défunte, préparer le corps avant une crémation, le placer dans le cercueil avant l'arrivée de la famille. Donc il arrive 1h30 plus tôt avant la crémation. Et donc, dans ce funérarium, tous les corps sont placés dans des cellules réfrigérées, avec des tableaux avec les noms des défunts qui sont à l'intérieur, toutes les identités. Et il consulte les tableaux et là, il prend peur, il ne trouve pas le nom de la défunte sur qui il doit opérer une mise en bière. Il se demande ce qui se passe, il appelle son chef lui dit c'est bizarre, vérifie. Donc il se met à ouvrir toutes les cellules pour retrouver le corps, il ne le retrouve toujours pas. Et là, il voit un nom d'une dame et ça fait tilt dans sa tête, il se dit mais cette dame, elle aurait dû être incinérée 3 jours plus tôt. Et là, il comprend que c'est la mauvaise défunte qui a été incinérée, il panique. Il appelle son supérieur hiérarchique, qui lui aussi, selon ses dires, est très paniqué. Et d'après lui, son chef finit par lui dire de couper le bracelet d'identification de la défunte, d'en imprimer un autre avec le nom de la défunte, qui est censé être incinérée ce jour-là, et de présenter ça pour la mise en bière. Il me dit qu'il hésite. Il finit par le faire parce qu'il est paniqué, parce que l'officier de police judiciaire qui doit venir pour confirmer l'identification avant la fermeture du cercueil va arriver, parce que la famille va arriver. Donc il coupe ce bracelet et il en met un autre. La famille va venir se recueillir sur le cercueil, le toucher, et lui me dit moi je suis très très mal parce que je sais que ce n'est pas la bonne personne qui est à l'intérieur du cercueil. Il va mentir à tout le monde pendant toute la durée de cette cérémonie. Ariane Rioux, de retour à Paris, vous contactez l'Association française de l'information funéraire, l'AFIF, dont le but est d'informer les familles qui ont besoin de conseils. Cette association n'est pas surprise de ce que vous leur rapportez. Je discute avec Michel Koenig, qui est le président de l'association, et il me rapporte des histoires qui ressemblent peu ou prou à ce que Jonathan ou d'autres salariés m'ont raconté. Il m'explique qu'une famille endeuillée lui a raconté qu'au moment de la mise en bière de leurs proches, l'entreprise de pompes funèbres a proposé de casser le coude de la défunte pour la faire rentrer dans un cercueil trop petit. Ariane Rioux, pendant votre enquête, vous apprenez que l'atteinte à l'intégrité d'un cadavre est passible, d'après le code pénal, d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. Pour en revenir à cet homme qui a contacté la rédaction du Parisien et que vous avez rencontré dans un cimetière, Jonathan, qu'est-ce qu'il fait avec tous les témoignages qu'il a recueillis ? Il décide d'aller voir un avocat, d'abord pour parler de sa situation et de son licenciement. Et son avocat, qui est spécialisé dans le droit du travail, lui conseille d'aller voir une avocate pénaliste qui reçoit elle aussi Jonathan et qui est stupéfaite par ce qu'elle entend. Elle m'explique que en fait, Jonathan lui a mâché le travail parce qu'il a accumulé beaucoup de documents et elle fait un signalement au parquet de Bordeaux. En octobre 2020 et 1 mois plus tard, mi-novembre, une enquête est ouverte. C'est la gendarmerie qui est saisie. On est encore au stade de l'enquête préliminaire. Je sais que plusieurs anciens salariés ont été entendus, ainsi que le responsable local de Funecap dans le sud-ouest.
Est-ce que vous avez pu parler à des familles qui ont été victimes de ces erreurs ou de ces actes ? Oui, j'ai essayé d'en contacter plusieurs, notamment une qui a refusé totalement de me parler. Leur témoignage pouvait être intéressant parce qu'ils s'étaient rendus compte du méfait et ils avaient réussi à obtenir un accord avec l'entreprise de pompes funèbres. Ils avaient obtenu que les obsèques soient gratuites et en plus de ça, 2 chèques d'un montant de 1 500 €. Ariane Rioux, le lundi 5 avril, avant de publier votre article, vous contactez l'entreprise Funecap, mise en cause par cet ancien salarié et plusieurs autres témoignages. Oui, à ce moment-là de l'enquête, j'estime que j'ai assez de témoignages pour les faire répondre sur le sujet. J'envoie plusieurs mails, j'appelle plusieurs fois, puis j'ai du mal à avoir quelqu'un. Mais je comprends qu'ils ont reçu la demande et qu'ils sont en train de chercher comment répondre. Et finalement, 4 jours après, je reçois l'appel d'une personne qui est à la tête d'une agence de communication, mais externe. Que vous dit cette personne au téléphone ? Cette personne m'indique que Funecap ne fera pas de commentaires sur l'affaire parce qu'il y a une enquête en cours et qu'ils ne sont pas au courant de tous les faits qui sont versés au dossier. Ariane Rioux, votre article est publié dans Le Parisien le samedi 24 avril. Ce jour-là, c'est l'un des plus lus par nos abonnés. Plusieurs familles touchées par la question vous contactent ensuite. Oui, j'ai eu plusieurs retours, notamment l'appel d'un homme. Lui-même avait été confronté 20 ans plus tôt à ce genre de situation. C'était pour l'enterrement de sa nièce. Et l'entreprise de pompes funèbres avait proposé de casser les os de sa nièce pour pouvoir la faire rentrer dans le cercueil. Et il me remerciait de tout ça, puisque pour lui, ce sont des faits qui existent, mais dont on parle très peu. Merci Ariane Rioux. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Raphaël Thomas et Raphaël Pueyo. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à nous écrire, codesource@leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.